rejoindre la partie est de la ville aux djihadistes de Daesh. Mossoul, la capitale autoproclamée de l'État islamique. Tout un symbole. Partout, des habitants qui semblent soulagés. Le général Abdelghani al-Assadi savoure en libérateur. Laissez-le passer, laissez-le passer. Avec plaisir. Quand ce quartier a-t-il été libéré? Il y a 5 jours, et vous pouvez voir comment la population reçoit nos soldats. Ils nous accueillent avec le sourire, avec des saluts et de la joie. Donne-moi une cigarette. Vous savez, quand on est reçu avec le sourire d'un enfant, avec son innocence, on ne peut pas être plus heureux que ça. C'est pour ça que je vais m'en fumer une. Daesh a régné sur Mossoul pendant plus de 2 ans, avec aux commandes le chef de l'organisation, Abou Bakr al-Baghdadi. Ici, il a fait régner la terreur, sans même avoir à se montrer, secret, invisible, insaisissable. En revanche, il a laissé son empreinte partout. Dans cette maison se trouvait l'un des QG de son organisation. C'est quoi ce livre? Un livre de Daesh? Oui, regardez, c'est leur drapeau. Ses partisans disent qu'al-Baghdadi est un érudit, qu'il connaît parfaitement le Coran. Un érudit, mon œil. Il altère les textes coraniques et les préceptes de l'islam. L'islam ne cautionne pas ce type de principe. L'islam dit non à la violence, non à la haine. Ils ont tout falsifié. Qui est cet homme qui terrorise le monde entier? Cet homme que personne ne connaissait il y a à peine 3 ans. Cet homme à l'origine des attentats de Paris, de Nice, de Bruxelles ou encore de Berlin. J'ai fait allégeance au calife dès la déclaration du califat. Nous prêtons allégeance au commandeur des croyants, Abou Bakr al-Baghdadi. Hamidi Koulibaly, le tueur de Montrouge et de l'Hypercacher en 2015. Kerniche et Petit Jean, les assassins du curé de Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet dernier. Ils ont tué en son nom. Nous sommes partis sur les traces de celui qui est devenu le nouveau Ben Laden, en plus sanguinaire. Al-Baghdadi a surpassé l'architecte du 11 septembre en se dotant d'un vaste territoire et d'une armée qui a compté jusqu'à 50 000 hommes. Une enquête sous haute tension, notre équipe a été menacée. L'homme au téléphone m'a dit qu'il pouvait nous tuer à tout moment. Et avec le numéro de ma voiture, ils peuvent m'attraper en bas de chez moi. Il est dangereux de poser trop de questions sur celui qui cherche à rester invisible. Même ses soldats le surnomment Al-Shaba, le fantôme. Il n'existe qu'une seule vidéo connue de lui. Une vidéo de propagande. Au cours de notre enquête, nous avons découvert des photos inédites du maître de Daesh. Nous sommes allés en Irak, au Liban, en Jordanie, aux États-Unis. Nous avons retrouvé son ex-femme et sa fille. Quel est le crime de cet enfant? Elle est punie parce qu'elle est la fille de l'ennemi public numéro 1 dans le monde. En prison, nous avons pu parler à son ancienne belle-sœur, une kamikaze, arrêtée juste avant de se faire exploser. Il m'a dit, tu vas pouvoir tuer 200 personnes. Moi j'ai répondu, 200? C'est trop peu, j'en veux plus. Je vais en tuer 1000 pour venger mon mari. Nous avons suivi son parcours, du petit djihadiste coincé au chef incontesté de Daesh. Al-Baghdadi était prisonnier ici, au camp numéro 6.
Je n'imaginais pas que cet homme-là, qui était notre imam au Kambouka, allait se transformer à ce point. Je peux vous dire que c'est une métamorphose radicale. Portrait du calife de la terreur, l'homme dont la tête est mise à prix, 23 millions d'euros. Le 4 juillet 2014, dans la grande mosquée de Mossoul. C'est la toute première fois que le maître de Daesh se montre en public. C'est aussi la seule vidéo qui existe de lui. Ces images de propagande ont été tournées par le service communication de Daesh. Objectif, annoncer au monde qu'Abou Bakr el-Baghdadi n'est plus un chef de guerre, mais un chef d'État, le chef de l'État islamique. Ce jour-là, il se proclame calife, le leader de tous les musulmans. وهذا واجب على المسلمين والذين يأثمون أن يأثم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا دائما لإقامته. Nous avons retrouvé une journaliste de Mossoul qui a vécu sous le règne du calife. Bonjour, je suis Randa. Depuis, elle a fui la ville. Son mari était dans la mosquée ce fameux jour. Il lui a tout raconté. Les fidèles priaient. Ils ne savaient pas qui était cet homme qui est apparu devant eux. Il n'y avait pas le prêcheur habituel du vendredi. Ce jour-là, il n'était pas là, il avait disparu. On ne savait pas ce qui lui était arrivé. 3 semaines plus tôt, Daesh a conquis la ville. Dans la mosquée, les fidèles assistent ce jour-là, en première ligne, à un coup d'État. Al-Baghdadi voulait donner l'impression que c'était lui qui maîtrisait tout, qu'il était aimé du peuple. Mais tout cela était très organisé, et cela a été fait sous la pression des armes. Tous ceux-là sont debout pour assurer sa sécurité. Regardez, quand les fidèles se prosternent, on distingue bien les gardes qui restent debout. Là, c'est un garde, ici devant le pilier, et ici aussi. C'est le bureau de propagande de Daesh qui a flouté ces hommes. Regardez là, son arme. Lui, c'est un garde de Daesh. Donc Baghdadi, pour prier, a besoin d'armes et de protection? Oui. Il n'est pas sûr de lui à Mossoul. Non, évidemment. Ce jour-là, les réseaux téléphoniques ont été coupés, ainsi que l'Internet et les autres moyens de communication, afin qu'il soit en sécurité à son arrivée à la mosquée. Personne parmi les habitants de Mossoul n'a pu le prendre en photo ou le filmer. C'était interdit. Il ne fallait pas bouger. Dans un silence glacial, Al-Baghdadi s'apprête à prendre la parole. Là, on voit à sa manière de monter l'escalier, à la manière dont il garde son bras immobile, qu'il portait une arme sous sa tunique. وإن أردتم موعود الله فجاهدوا في سبيل الله وحرضوا المؤمنين واصبروا على تلك المشقة. Chaque mot de son prêche annonçait ses actes à venir. Il ne nous a pas promis le paradis, mais la guerre, ce qu'on appelle le djihad. Al-Baghdadi devient le porte-voix du djihad mondial. Un destin inimaginable pour ceux qui l'ont connu dans sa jeunesse, pauvre et introverti. Son histoire commence à Samara, à 1 heure de route de Bagdad. À notre arrivée, des militaires en nombre et bien armés. La zone est dangereuse, régulièrement frappée par des attaques terroristes. Pour notre sécurité, une patrouille va nous accompagner. Allez les gars, allez on y va. La semaine dernière, des kamikazes ont attaqué un poste de police, mais Dieu merci, on a pu les abattre.
On va à la maison d'Abou Bakr al-Baghdadi. Notre escorte nous emmène à sa maison d'enfance, désertée par la famille d'El-Baghdadi depuis la proclamation du califat, par crainte de représailles. La porte est cadenassée. Les soldats doivent la forcer pour nous faire entrer. Les hommes sont méfiants. Tout d'abord, il faut s'assurer qu'il n'y a rien de suspect dans la maison. Attention. Recule. Fais attention. Fais attention. Ils vérifient que la maison n'est pas piégée. Il n'y a rien. Voici donc l'endroit où Abou Bakr el-Baghdadi a grandi. Il est né ici, en janvier 1971. La taille de la maison est trompeuse. Le foyer est en fait modeste. Ses parents étaient des paysans illettrés. D'après ce qu'on nous a dit, voici la chambre qu'occupait Abou Bakr al-Baghdadi. Il a habité ici jusqu'à son adolescence, avant de faire des allers-retours à Bagdad pour aller au collège. Nous rencontrons un voisin qu'il a longtemps fréquenté. Juste derrière la maison, il nous emmène à un terrain de football, la première passion du futur calife. Il l'a connu sous son vrai nom, Ibrahim Awad al-Badri. Ici, c'est le terrain de foot où jouait Ibrahim, surnommé aujourd'hui al-Baghdadi. Il avait une équipe de foot que l'on appelait l'équipe des Mollahs. Et maintenant, il interdit ce que lui-même faisait. L'équipe des Mollahs, car al-Baghdadi et ses partenaires étaient salafistes. Football et religion étaient alors compatibles à ses yeux. Aujourd'hui, jouer au ballon est un crime sur les territoires contrôlés par l'État islamique. Plus tard, il commence à donner des cours de religion aux jeunes dans cette mosquée, à côté du terrain de foot. À l'intérieur, nous rencontrons le cher qui porte le même nom que lui, Al-Badri. C'est un membre de sa tribu. Il se souvient du jeune homme qui rêvait de devenir imam. Quand il était petit, il fréquentait cette mosquée. Sa maison était juste à côté. Plus tard, nous avons accepté qu'il conduise certaines prières parce qu'il avait une belle voix et qu'il connaissait le Coran par cœur. Il l'a fait plusieurs fois. Quand il s'est autoproclamé émir, on ne l'a pas cru. Il était pauvre, tellement pauvre. Quand je l'ai appris, je me suis dit, c'est un mensonge. Émir, lui. Un garçon pauvre, ordinaire. Ses proches ne décèlent chez lui aucun goût pour la violence. Al-Baghdadi passe son bac. Nous avons pu nous procurer une copie de ses résultats. En haut, sa photo d'identité, à l'âge de 18 ans. Il a eu d'excellents résultats en maths, 98 sur 100. En revanche, c'est un élève moyen dans toutes les autres matières. Trop moyen pour faire du droit, comme il l'espérait. Il s'inscrit donc à la seule faculté qu'il accepte, à Bagdad, en théologie. Il s'installe à Topchi, un quartier populaire de la capitale. Il est dangereux de filmer ici. Daesh a des yeux et des oreilles dans la zone. Et puis il y a les milices chiites qui terrorisent la ville. Quelques jours avant notre tournage, une journaliste irakienne a été enlevée chez elle. À son arrivée, Abou Bakr el-Baghdadi fréquente cette mosquée, qui devient presque sa deuxième maison. C'est interdit de filmer. Il faut une autorisation du ministère de l'Intérieur. Vous savez pourquoi c'est interdit? Pourquoi? Parce qu'on a reçu des ordres. Les forces de l'ordre craignent que la mosquée ne devienne un lieu de pèlerinage pour les adeptes du calife, ou que ses ennemis n'y commettent un attentat. À quelques pas, son ancien appartement.
C'est cette maison-là? Oui, c'est cette maison. Il habitait ici. Oui. Sur les murs, un message tagué. Homme recherché par les tribus. Une menace adressée directement à al-Baghdadi par les grandes familles de la région auxquelles il a causé du tort. Nous finissons par trouver un homme qui a connu le futur calife à l'époque et qui accepte de nous parler, mais à l'abri des regards. Il a assisté à la métamorphose du jeune Abou Bakr al-Baghdadi. Dans sa jeunesse, c'était quelqu'un de gentil, de sympathique. On jouait au foot ensemble. Mais après, il s'est replié sur lui-même et il est devenu colérique. Il a abandonné le foot, les jeux, la belle vie, pour s'orienter vers la mauvaise voie. Il souhaitait que tout le monde rentre dans le rang en expliquant tout ce qui était interdit. Pour lui, la vie n'était que souffrance. Il disait que tout était péché. Il nous compliquait l'existence. L'homme se souvient même de ses premiers épisodes de violence. Un jour, il y avait un mariage dans le quartier. Il est entré et s'est bagarré avec les invités, sous prétexte que la mixité entre les deux sexes est interdite, que c'est péché, que c'est quelque chose que l'islam n'accepte pas. Il a fait un scandale, alors que les gens dansaient, faisaient la fête, étaient heureux. Et les mariés étaient cousins, des gens du quartier. En quelques années, le jeune fan de foot est devenu un islamiste convaincu. Et un enchaînement d'événements va finir de le faire basculer. Après le 11 septembre 2001, les États-Unis prétendent que l'Irak est en partie responsable des attentats et que Saddam Hussein est une menace pour le monde occidental. Le 20 mars 2003, le président George W. Bush, portrait de sa famille sur le bureau, déclare la guerre. Mes chers compatriotes, à l'heure où je vous parle, les forces américaines et de la coalition ont commencé leurs opérations pour désarmer l'Irak, libérer son peuple et protéger le monde d'un grave danger. En quelques semaines, l'armée de Saddam Hussein est balayée. Mais en réponse à l'invasion américaine, plusieurs dizaines de groupes armés, la plupart djihadistes, se constituent et ripostent. Le plus redoutable, Al-Qaïda en Irak, sous la coupe d'Abu Musab al-Zarqawi. Il multiplie les attentats. Il s'agit le plus souvent d'attaques suicides. Des kamikazes foncent sur leurs cibles dans des véhicules bourrés d'explosifs. Abou Bakr el-Baghdadi vit alors toujours à Topchi. L'islamiste devient djihadiste. Il crée son propre groupuscule qui mène quelques attaques sans envergure. L'un des leaders de l'insurrection anti-américaine se trouve aujourd'hui à Amman, en Jordanie. Nous le rencontrons dans une petite mosquée de quartier. À la fin de la prière, il nous invite chez lui. Regardez comme ma barbe était longue. En 2003, il fonde l'armée islamique d'Irak, un groupe djihadiste qui commet de nombreux attentats. Et qui publie sur Internet des vidéos de propagande comme celle-ci. Il prend également des Occidentaux en otage, dont les journalistes français Christian Chesneau et Georges Malbruno. Il a passé 6 ans en prison en Irak, avant d'être libéré à condition de quitter son pays. Dabash a bien connu les chefs de la guérilla anti-américaine, dont le plus puissant, Zarqawi. Mais selon lui, à l'époque, al-Baghdadi n'était qu'un second couteau.
Il n'était pas en vue. Je suis imam et autour de moi il y avait 15 mosquées. J'en connaissais tous les responsables. Mais lui, c'était une personne de deuxième catégorie. Il n'était pas connu. Je le saluais, mais je ne connaissais même pas son nom. En 2003, quand la résistance a commencé, il y avait de nombreux groupes de combattants. Chacun de ces groupes avait un rôle important et leur commandant était bien connu. Mais al-Baghdadi, ce n'était pas un commandant. Selon Dabash, une étape dans la vie d'al-Baghdadi va le faire passer d'un second rôle du djihad au tout premier. C'est en prison, au camp Bouka, qu'il s'est radicalisé. C'est à l'intérieur qu'il a prêté allégeance à Al-Qaïda. Puis il en est rapidement devenu l'un des commandants, car il était vif, rusé et apprenait vite. Tout s'est passé derrière les barreaux. Le camp Bouka, tenu par les Américains au lendemain de l'invasion du pays. L'une des plus grandes prisons d'Irak, que l'on a surnommée l'école du djihad. La plupart des dirigeants de Daesh y ont été prisonniers, dont le premier d'entre eux, Abu Bakr al-Baghdadi, arrêté en février 2004, près d'un an après le début de la guerre. Nous nous rendons sur place. L'ancien camp Bouka se trouve à côté de la grande ville du sud de l'Irak, Bassora. Pour nous accompagner, plusieurs militaires bien armés et un ancien prisonnier, Abu Ammar. Lui a été accusé d'être un insurgé anti-américain. Il est resté emprisonné 7 mois avant d'être relâché faute de preuves. Le camp se trouve à 1 heure de route. Bonjour. Il y avait des gardes à l'extérieur tout autour, des patrouilles qui quadrillaient constamment la zone, des avions qui survolaient le camp et des gardiens dans les miradors. Les miradors sont là-bas. Il n'existe que quelques vidéos de l'époque. Le camp est ouvert en 2003. Il porte le nom d'un pompier américain mort dans les tours de New York le 11 septembre 2001. À l'intérieur, 20 000 prisonniers. D'un côté, tous ceux qui sont soupçonnés, de près ou de loin, d'être membres de groupes djihadistes. De l'autre, des soldats de l'armée de Saddam Hussein, arrêtés pendant les combats. Ce sont ces deux groupes réunis qui, plus tard, formeront l'État islamique autour d'Abu Bakr al-Baghdadi. Les prisonniers vivent à la dure, sous des tentes ou des préfabriqués, au milieu du désert. Voici la fiche carcérale d'Abu Bakr al-Baghdadi, le jour de son arrestation. On y lit que c'est un sunnite, en bonne condition physique. Profession, secrétaire. Pour les Américains, il n'est pas rattaché à un groupe djihadiste. Il a été arrêté par hasard chez un ami soupçonné de terrorisme. Le camp Bouka a été fermé en 2009. Il ne reste que des vestiges qu'Abu Ammar, l'ancien prisonnier, revoit pour la première fois depuis sa libération. En tout, plusieurs centaines de milliers d'hommes y ont été détenus sans être jugés. Ça, c'est le bracelet qu'on donnait à tous les prisonniers quand ils arrivaient. Mon numéro de matricule, c'était le 313 583. Pourquoi vous le gardez? Pour me souvenir. Certains prisonniers passent plusieurs années à Bouka. Dans une tente comme celle-ci, on était parfois 40, parfois 30. Ils nous donnaient des matelas qui étaient posés par terre, alignés comme ça, de ce côté, et la même chose de l'autre côté, et au milieu, c'était vide. En 2004, lorsqu'al-Baghdadi est retenu ici, les prisonniers sont mélangés. Sunnites, chiites, djihadistes et modérés vivent côte à côte. Des réseaux se constituent. Al-Baghdadi dort ici, dans la section numéro 6.
détruites depuis la fermeture du camp. C'est ici sur ces parpaings qu'étaient posés les préfabriqués de la section numéro 6, de ce côté et de l'autre côté. Al-Baghdadi était prisonnier ici, dans la section numéro 6. Le futur calife y passe 9 mois. Certains camarades de détention deviendront ses plus proches collaborateurs quelques années plus tard. Des djihadistes comme Manaf al-Rawi, par exemple, qui planifiera des attentats sanglants à Bagdad après sa libération et sera exécuté en 2013. Mais aussi des officiers de Saddam Hussein, comme Haji Bakar, ancien lieutenant-colonel, qui deviendra l'un des principaux conseillers d'al-Baghdadi. C'est derrière ces barbelés que tous ces hommes se seraient rencontrés et qu'ils auraient commencé à préparer l'avenir. Une information que nous allons vérifier de l'autre côté de la planète, aux États-Unis. À Washington, nous avons rendez-vous avec Anne Speckard. C'est une psychologue, spécialiste du djihadisme. En 2007, elle est embauchée par l'armée américaine pour mettre en place un programme de déradicalisation dans le camp Bouka. Les soldats sentaient déjà qu'un monstre grandissait à l'intérieur de la prison. Certains parmi les prisonniers les plus durs étaient mélangés avec d'autres, qui avaient juste été pris dans des rafles. Les militaires avaient des preuves de leur implication. Sur les images des caméras de surveillance, on voyait ces hommes apprendre aux autres à fabriquer des bombes en dessinant dans le sable. Mais les officiers américains ont finalement décidé de ne pas appliquer son programme de déradicalisation. Pour elle, c'est l'une des causes de la constitution du futur État islamique. On sait qu'al-Baghdadi et que la plupart des membres de Daesh étaient au camp Bouka, qu'ils se sont rencontrés et ont commencé à travailler ensemble là-bas. Nous avions mis en place notre programme pour tenter d'atteindre des gens comme eux et leur expliquer que le terrorisme n'était pas une bonne réponse à leurs problèmes. On n'a pas utilisé notre programme. Il était prêt, mais on ne l'a pas utilisé. C'était une erreur. Et maintenant, on a ça. Pas sûr que ces arguments auraient freiné al-Baghdadi et les autres. Mais elle le confirme. C'est bien à Bouka qu'ils ont commencé à s'organiser. Reste à comprendre comment l'enfant pauvre de Samara est devenu le chef du djihad mondial. Retour en Irak, à Bagdad. Il existe une unité d'élite des renseignements. Son nom, les Faucons. Ils connaissent les plus grands secrets d'Abou Bakr al-Baghdadi. Exceptionnellement, ils ont accepté notre caméra dans leurs locaux. Pour leur sécurité, leurs visages sont floutés. C'est interdit de filmer dehors, seulement à l'intérieur. La mission des Faucons, traquer les chefs de Daesh, et en premier lieu, l'homme au sommet de la pyramide. La plupart de leurs informations n'ont jamais été révélées au public. Ils nous amènent un prisonnier, menottes au poignet et bandeau sur les yeux. L'une de leurs plus belles prises. C'est l'un des grands chefs religieux de Daesh. C'est lui, par exemple, qui a autorisé la destruction de lieux de culte non musulmans à Mossoul. Pendant l'interview, il est surveillé de près par ses geôliers. Difficile de savoir comment il est traité, et donc s'il peut nous parler librement. Est-ce que je parle à visage découvert? Non, non, ton visage sera masqué. Dieu merci. Il l'affirme. Il a connu personnellement Abou Bakr al-Baghdadi au camp Bouka. Le camp Bouka abritait des chefs importants, des vrais leaders, que ce soit du côté sunnite ou du côté chiite. Chez les sunnites, il y avait Ibrahim Awad, connu actuellement sous le nom d'Abou Bakr al-Baghdadi. Il était dans la section numéro 6. Mais à l'époque, d'après lui, le futur calife passait plutôt inaperçu.
Il était très introverti, difficile à comprendre, à cerner. C'était un imam, mais très isolé et très discret. Ses prêches étaient froids. Il manquait de charisme. Et il était incapable de fédérer les fidèles autour de lui. Je ne sais pas si c'était sa nature ou s'il jouait un rôle, mais il faisait en sorte que son comportement n'attire pas l'attention. Je n'imaginais pas que cet homme-là, qui était notre imam à Bouka, allait se transformer à ce point. Je peux vous dire que c'est une métamorphose radicale. باستطاعتنا نقول جذري اختلاف جذري